Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute première émission télédiffusée de la radio du JDL. Monde multipolaire, BRICS, coup d'État, tant d'éléments se rapportant à la géopolitique mondiale et nous donnant l'impression, sans doute justifiée, d'un monde en perpétuelle évolution. Ce soir, grâce à nos invités, nous allons tenter de comprendre les enjeux, les causes et les conséquences des différents événements s'étant déroulés cet été en Afrique de l'Ouest, mais également de faire un point sur la situation mondiale actuelle. Afin de comprendre la situation et de bien clarifier le rôle des différents acteurs, Madame Thomas, professeure d'AGGSP à La Rochefoucauld, maintenant une habituée de notre émission, a bien voulu accepter de répondre à nos questions. Bonjour Madame. Bonjour. Alors, pourriez-vous en premier lieu nous expliquer ce que sont les BRICS et quel est le poids réel de ce groupe? Alors, c'est un acronyme, un BRICS. On retrouve le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Un acronyme qui date des années 2000. Le terme apparaît sous la plume d'un économiste britannique, Jim O'Neill, pour qualifier la situation de l'émergence à l'époque, c'est-à-dire des pays qui vont cumuler à la fois un PIB vraiment rapide, une croissance économique rapide, pardon, et en même temps un vaste marché intérieur. Mais l'existence politique en tant que telle de ce groupe date plutôt des années 2010-2011, avec la tenue à partir de cette date de manière régulière de conférences diplomatiques. Et à partir de 2014, on note même que désormais ces pays se dotent d'une banque d'investissement. Donc, en ce qui concerne le poids réel de ce groupe, on peut voir que ces intentions, dès le départ, donc c'est de peser finalement sur la scène internationale en proposant une alternative, en fait, aux États-Unis notamment et à leur domination. Et donc, à travers, en fait, un levier, un contrepoids qui va servir de contre-modèle, notamment à l'ONU ou à l'OMC. Alors justement, ce contrepoids, est-ce qu'on peut le comparer au G7 ou même à une organisation un peu plus contraignante telle que l'OTAN? Alors aujourd'hui, avec la tenue de conférences, comme je l'ai dit, de plus en plus régulières, par rapport au G7, il y a une vraie pertinence à comparer les BRICS. En revanche, pour l'OTAN, non, parce qu'il n'y a pas d'organisation permanente, en fait. Voilà, il n'y a pas d'institution à proprement parler. BRICS. D'accord. Alors cet été, justement, les BRICS se sont réunis pour décider de l'arrivée de nouveaux membres. Comment peut-on interpréter cela sur le plan politique? Est-ce que c'est une provocation, la formation d'un nouveau bloc opposé à l'Occident, ou simplement un élargissement de leur communauté? Alors, ce qui est intéressant par rapport à cet élargissement, c'est le choix en fait qui a été fait des pays à intégrer. On a l'Argentine, on a l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis ou encore l'Iran. Donc des pays qui présentent un profil assez différent. Donc globalement, on va avoir, on reconnaît assez bien des puissances pétrolières, gazières. Là, on sent clairement qu'on va chercher à monter en puissance sur le plan économique. Et puis, à travers l'Éthiopie, par exemple, c'est plutôt le poids démographique qui est visé, parce que les pays fondateurs souffrent pratiquement tous aujourd'hui d'une décroissance démographique. Donc on va chercher plutôt un vaste marché de clients. Donc on peut y voir derrière ça un peu la mainmise de la Chine, qui forcément se projette dans l'avenir, va chercher effectivement les ressources, avec ces pays pétroliers et gaziers que j'évoquais, mais aussi un potentiel marché de consommateurs. Vous avez évoqué l'Éthiopie, justement en Afrique, alors plutôt en Afrique de l'Ouest. On a pu voir cet été et ces dernières années un certain nombre de changements politiques majeurs. Et ces derniers temps, on parle beaucoup d'un acteur, la CEDEAO. Qu'est-ce que la CEDEAO? Alors la CEDEAO, c'est une institution qui est déjà assez ancienne. C'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est ancien parce qu'en fait, ça a été créé en 1975. Et en fait, cette communauté, donc déjà ancienne, elle a une double mission. On va dire à l'origine, c'était une mission plutôt économique afin de favoriser les échanges entre les États membres. Et puis rapidement, parce que on est dans une région très conflictuelle, le but a été d'avoir des missions cette fois-ci plus liées à la sécurité, au maintien de la sécurité. Et donc en 1990, la CEDEAO s'est dotée d'une armée, d'une force de à peu près 20 000 soldats. Et elle est intervenue déjà dans plusieurs conflits. Elle est intervenue au Libéria en 1997, en Côte d'Ivoire en 2003 ou encore au Mali en 2013. Et donc là, effectivement, on parle encore d'elle actuellement puisque elle est intervenue au Niger. Justement, par rapport à ça,
par rapport donc à ce coup d'État au Niger, quelles Mhm. sont les réelles causes qu'on peut expliquer, enfin, qui pourraient expliquer justement ce changement? Alors, on sait bien, hein, que l'Afrique est souvent victime d'un certain nombre de coups d'État et qui sont liés toujours, hein, forcément, aux mêmes facteurs. La pauvreté, en particulier, la corruption. C'est le cas du Niger, hein, c'est un des pays les plus pauvres au monde, malgré d'importantes ressources en uranium. Mais Oui. généralement, bah voilà, ce qui se passe, c'est que les ressources peuvent être prélevées par des forces proches du gouvernement. Et le cas particulier du Niger, en plus, et encore comme beaucoup d'autres pays de la région, c'est qu'il est miné par les attaques de groupes terroristes, hein, liés à Al-Qaïda, hein, notamment. Et finalement, ce n'est pas le premier pays à subir ce type de coup d'État, puisqu'on voit que la junte aujourd'hui au pouvoir a utilisé, hein, effectivement, cet argument d'un gouvernement faible pour lutter contre les terroristes et aussi d'un gouvernement qui est incapable de sortir son pays de la misère. Donc pauvreté d'un côté et puis menace islamiste de l'autre sont les deux facteurs qui expliquent en partie ce coup d'État, bien sûr, avec des enjeux et des luttes internes de pouvoir. Bien plus complexe. Bah, Mm. écoutez, merci beaucoup, madame, Ben, pour je ce vous en point. prie, je vous en prie. Et puis, au plaisir de vous avoir encore une fois de plus Bah, pourquoi sur pas, notre antenne. pourquoi pas, si vous m'invitez, pourquoi pas. Merci Merci. beaucoup. Au revoir, madame. Au revoir. Nous accueillons désormais madame de Nanteuil et Iseboult qui vont nous raconter leur expérience Cœur de Roche et leur voyage au Pérou. Bonsoir, madame. Bonsoir Nicolas. Bonsoir, Isabelle. Alors, peut-être pourriez-vous en premier lieu nous rappeler l'objectif du voyage au Pérou? Alors, l'objectif de ce voyage, c'était un voyage solidaire. Donc, c'est-à-dire qu'on est parti pour construire une salle de classe, faire des travaux de construction du bâtiment. Et par ailleurs, après le chantier, on s'occupait des enfants de l'école. Voilà, tous les enfants de l'école avec lesquels on faisait un grand temps de jeu. Voilà, justement, elle a tout dit. Et vous étiez combien à partir? On était 12 élèves et 3 adultes avec nous. D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu retiens du voyage, Isé? Qu'est-ce que je retiens? En vrai, je retiens que c'était une expérience qui était inoubliable, une expérience de dingue de A à Z. On a vécu des choses juste dingues. En fait, que ce soit notre relation avec les jeunes, ce qu'on a découvert, en fait, ce qu'ils nous ont appris eux et ce qu'on leur a appris nous, c'était vraiment une relation qui allait dans les deux sens, qui était hyper enrichissante. Et même le savoir-faire qu'on a appris des ouvriers péruviens, c'était dingue. Tellement de choses, en fait, on se sentait hyper ignorant quand on est arrivé au Pérou. Et en fait, on a appris tellement de choses d'une autre culture. C'était complètement dingue. Vous avez la même sensation? J'ai exactement la même sensation. Au-delà du vocabulaire de chantilly en espagnol que j'ai appris puisque j'avais fait allemand, et ben effectivement, c'était une expérience humaine très très riche. Et donc pour nous les adultes, on a eu le lien avec les enfants, le lien aussi avec les adultes sur place, mais aussi avec ceux qu'on appelle les petits cœurs, c'est-à-dire les élèves de La Roche, avec qui on est parti et avec qui on a vraiment noué une relation un peu différente en fait de celle qu'on a au quotidien. Alors on n'est pas devenus les meilleurs amis du monde, hein, mais c'est vrai que ça permet de voir les élèves dans un autre contexte, agir un peu différemment, de les voir au quotidien et du coup d'apprécier beaucoup plus, je trouve, les moments qu'on partageait. Parce qu'on a beaucoup ri en fait et on a vraiment passé des très très bons moments tous ensemble. Voilà, c'était vraiment génial. C'était incroyable. Je pense que le voyage n'aurait pas été le même si ça n'avait pas été ce groupe. Genre. Et justement, vous aimeriez recommencer, même sans ce groupe? En vrai, c'est une bonne question. Je ne sais pas si on me proposait un voyage humanitaire l'année prochaine, pareil, 3 semaines ou 2 semaines, je ne sais pas si en vrai j'aurais même la force mentale, parce que c'est vrai que le voyage a été quand même très physique, très dur mentalement et tout, parce que 3 semaines, c'est quand même long. On se levait tôt, on finissait nos journées tard et on avait beaucoup de boulot en physique là, pendant la journée. Du coup, est-ce que je recommencerai l'année prochaine si on me proposait? Je ne pense pas. Peut-être dans plusieurs années, refaire de l'humanitaire, pourquoi pas, parce que c'était juste incroyable comme expérience. Mais peut-être pas là directement, juste après. Vous aussi? Moi, oui, pareil. Je redis tout ce que dit Isée. Mais en fait, oui, c'est vrai que déjà là, le groupe était. Enfin, il y a eu une alchimie particulière. Et c'est vrai que du coup, repartir avec un autre groupe sur un autre projet, je me sens pas du tout de le faire tout de suite, parce qu'il y a quand même un petit deuil à faire de l'expérience assez incroyable qu'on a eue. Et puis par ailleurs, professionnellement, là pour l'instant, c'est pas du tout possible. Ça ne rentre pas dans les cases dans l'emploi du temps. Mais pourquoi pas d'ici quelques années recommencer. Voilà, mais je pense qu'on peut pas faire 2 sessions de suite parce que déjà c'est très prenant et puis surtout il faut le temps de se remettre quand même de tout ça et de savourer les souvenirs, de les apprécier, et je pense qu'on le fait mieux quand on a le temps de le faire. Voilà.
Bon, et sinon, d'un point de vue plus pratique, où est-ce que vous logiez? Est-ce que vous avez fait des visites? Est-ce que vous avez fait autre chose? Alors, on logeait dans des salles de classe Ouais. au sein même de l'établissement. Des salles de classe assez vétustes, avec beaucoup de poussière au sol, parce que les vitres, les fenêtres n'avaient pas vraiment toujours de vitres. Ah oui. Voilà. C'était spartiate, ouais. Régulièrement, on s'enfermait dehors, donc il fallait récupérer la clé à l'intérieur avec un balai, mais les vitres avaient des barreaux, donc voilà, c'était Ah oui. très, très très sympathique. Mais donc voilà, on était logés de manière un peu spartiate, mais on avait chacun un toit, un matelas, un lit, et donc c'était tout à fait acceptable, voilà. Même pour les douches? Ouais. Notre logement nous a quand même fait bien rire parce que sur plein d'aspects, les douches notamment, on avait des douches qui nous envoyaient des coups de jus. En fait, quand on prenait notre douche, et donc on devait prendre notre douche dans le noir. Donc généralement, ça crée des situations très drôles. On était avec notre lampe torche de téléphone qu'on mettait dans la douche à 23h et on était comme des débiles à hurler parce qu'on se prenait des coups de jus. Et même les toilettes et tout, on devait se promener partout avec notre PQ. On avait tout le temps des ruptures et tout. Mais non, mais ça a créé des vrais fous rires. Et c'est ça aussi qui a renforcé la solidarité entre nous, quoi. Oui. Alors c'est vrai qu'Isée ne parle pas des cafards géants aussi qu'on a Ah oui, pu c'est vrai. avoir dans les toilettes. Voilà, donc des Oh, cafards mon Dieu. qui faisaient de 5 à 7 cm de longueur, mais des vrais cafards avec les antennes et tout ça. Et donc, qui se baladaient un peu partout. Donc, même quand on faisait des cache-cache avec les enfants le soir dans la Oh. nuit, parce qu'il faisait nuit à 17h, Ouais. quand on s'allongeait, il pouvait arriver qu'on s'allonge à côté d'un cafard. Et donc, dans les douches aussi, effectivement, il y avait ces fameux cafards. Et donc, dans le noir, quand on voyait un truc furtif sur le mur, on savait ce que c'était, donc on se c'était dépêchait. Quand on avait de l'eau chaude, parce qu'on n'a pas toujours eu de l'eau chaude aussi. Non, non. Donc, on se dépêchait de sortir de la douche. Et, Parce et que voilà. là, vous parlez des enfants, ils dormaient aussi dans l'établissement? Non, les enfants ne dormaient pas dans l'établissement. Ils partaient vers 19h, Ouais, ça 18h30. dépendait, ouais, ouais. 19h. Mais en revanche, on avait des gens qui venaient pour nous cuisiner, nous faire la cuisine. Ça, c'était dingue, ça. Ce qui était très 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 Gros bien. point Et positif, ouais. voilà, ça a permis toute la logistique à côté parce que du coup on n'avait pas à se préoccuper de la cuisine, des courses, etc. Ouais. Et donc ces personnes-là avaient des enfants qui étaient scolarisés dans l'école et qui du coup pendant le dîner venaient avec nous parce qu'ils étaient contents de voir des Français. Et donc après le dîner, on faisait des cache-cache, dans le noir. Alors sinon, la journée, du coup, vous répariez, vous construisiez, vous faisiez quoi exactement? En fait, on est parti, on est arrivé, on nous a montré un tas de poussière, on nous a dit, en fait, vous devez finir, quand vous repartez, c'est censé être une salle de classe, une salle informatique. Et du coup, en fait, on a tout construit de A à Z. En vrai, vraiment, on est parti d'une base de rien. Et en fait, c'était ciment, c'était du béton armé, c'était des pelles, des brouettes partout, et on construisait des murs. On était des vrais ouvriers, quoi. On était à fond dans le truc. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là-bas, ils n'ont pas du tout les mêmes moyens de savoir-faire que nous, ici en France. Ils ont pas notamment, ils n'ont pas de bétonnière. Donc, quand on devait utiliser du béton pour 75% du travail qu'on faisait et qu'on n'avait pas de bétonnière, c'était quand même plus compliqué. Donc, on prenait genre 5 heures à faire notre béton parce qu'on était là, on devait mélanger avec des pelles et tout, avec des vrais cailloux, du sable et tout. Et donc, c'était plus long, mais ça nous a pris vraiment... En fait, ça a rajouté du mérite à l'acte parce qu'au final, on était trop fiers de ce qu'on avait fait parce que ça nous avait pris plus de temps que prévu. Et donc, on était encore plus fiers du résultat, quoi. Donc, c'était trop bien. Ouais, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est-à-dire que le fait de devoir remplir à la main des brouettes avec des roues crevées qu'il fallait charger de 40 pelles de cailloux et ensuite prendre la brouette et l'amener sur le chantier, tout mélanger à la pelle aussi, etc. Ça redonne quand même un peu cette notion du goût de l'effort et du travail accompli, mais accompli par ses mains de A à Z, à la sueur de son front. Et du coup, ça donne un rapport un peu autre à ces journées, un petit peu différent au travail, alors qui en reste vraiment pénible, parce que physiquement, c'était vraiment très fatigant. Mais une fois la journée accomplie, on regarde concrètement ce qu'on a fait, on voit ce qu'on a fait et on se dit, si j'avais pas donné 240 coups de pelle aujourd'hui pour remplir des brouettes et fait 40 allers-retours en brouette, tout ça n'existerait pas. Voilà. Et si tout le groupe n'avait pas fait ça, tout ça n'existerait pas. Et du coup, c'est vrai que du tas de sable qu'on voyait au béton armé qu'on a vu à la fin, Ça, c'était dingue. c'était incroyable parce que le tas de sable est devenu béton armé grâce au groupe. Et ça, c'était génial. C'est vraiment un jeu L'évolution de la collectif. chose. Ouais. C'était vraiment un jeu collectif, genre de A à Z, on était vraiment soudés. Mm. Il n'y avait jamais ce truc de il y a quelqu'un qui faisait rien ou
c'était vraiment toujours l'un. Enfin, on peut pas faire quelque chose sans l'autre, quoi. Donc, Oui. c'est bien. Vous aviez quand même des professionnels pour vous aider un peu ou vous indiquer? Quand même, on avait des ouvriers avec nous qui ont été là. Alors, en fait, ce qui était drôle, l'anecdote quand même qui est drôle, c'est que ils étaient là avec nous une grosse partie. Enfin, ils ont fait quoi, 1 semaine et demie avec nous, 2 semaines. À peu près, oui. Et la 3e semaine, on est avec le maître de chantier qui a toujours été là. Et on vient le voir, on lui dit, mais où sont les ouvriers? Et en fait, il nous dit que là-bas, il a juste plus les moyens de payer les ouvriers, en fait. Et donc, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on avait vraiment un vrai rôle dans ce qu'on faisait. Parce qu'en fait, il avait juste. Si on n'avait pas été là, il aurait juste fini le chantier lui-même, en fait, tout seul, le maître de chantier. Et il a quoi? Il avait une 50aine d'années. Il pouvait pas. Voilà, il n'avait pas les mêmes moyens physiques que nous. Et donc ouais, ils étaient là, ils nous ont appris plein de choses. Ils ont été hyper sympas. Ils étaient hyper sympas, ils étaient hyper patients, surtout parce qu'on est là, il y a des gosses de 16 ans qui tournent autour d'eux et qui savent pas prendre une pelle et creuser. Et ils ont été hyper patients avec nous de A à Z. Donc ça, c'est trop cool. Est-ce que vous êtes resté en contact avec ces ouvriers ou avec d'autres personnes là-bas? Nous, adultes, oui, on a encore des contacts avec les adultes du coup de là-bas, notamment parce qu'effectivement, ce que disait Isée, quand on a quitté les lieux, on s'est rendu compte qu'une fois qu'on quittait les lieux, le chantier s'arrêtait jusqu'au prochain groupe de bénévoles. D'accord. Et du coup, ça nous a un peu remué. Et donc, on réfléchit à comment on peut faire pour continuer éventuellement à aider cette école Fe Alegria numéro 43 à Bentania Callao, au Pérou. Voilà, je fais une petite pub en passant. Parce qu'ils ont vraiment besoin de financement et qu'ils ne les ont pas. Et que tant qu'il n'y a pas de volontaires, rien n'avance. Voilà, donc là, le chantier qu'on a à peine fini, il est en l'état jusqu'au prochain groupe. C'est ça, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire? Il y a encore pas mal de choses à faire, oui. En fait, ils ont beaucoup de projets dans l'école, Ouais. notamment des nouvelles salles de classe, une aire de jeu pour les enfants, etc., qui pour l'instant ne peuvent pas vraiment voir le jour puisqu'il n'y a pas d'argent. Et du coup, nous, on est en contact déjà aussi pour prendre des nouvelles, avec les Hermano Hector notamment, qui s'est beaucoup occupé de nous, et puis les adultes aussi de l'établissement pour voir dans quelle mesure on peut continuer à leur apporter notre aide. Voilà. D'accord. Et toi alors? Et nous, en fait, on a créé une relation avec les élèves. Donc, l'école Fe Alegria, c'était vraiment de l'enfant de 3 ans à l'enfant de 17. Parce que là-bas, le dernier niveau de lycée qu'ils ont, c'est le niveau de première. Nous, Ok. ça à la terminale, eux à la première. Mais du coup, on avait quand même des gens de notre âge. Et on a grave créé des relations avec eux. En vrai, ils ont été super sympas. Enfin, Ouais. on comprenait rien à ce qu'ils nous disaient. Parce que même en parlant très bien espagnol, ils nous parlaient à une vitesse qui était juste impossible à comprendre. Mais en vrai, on arrive à créer des relations et à avoir des conversations un peu longues parfois. Et ils nous ont pris, en vrai, au début, on était un peu réticents en se disant est-ce qu'on leur donne nos contacts et tout, parce que bon, on est dans une situation qui est particulière. Finalement, on a donné un peu nos Instagram, nos réseaux sociaux, parce qu'ils ont aussi là-bas la même chose. Et du coup, moi, je continue, j'ai toujours des messages en partant de l'école, en arrivant en France. Ils nous ont demandé si on était bien arrivés, etc. Et là, toujours, ils nous disent si ça se passe bien. Ils envoient toujours des messages là, des élèves à Monsieur Canton pour savoir si ça va bien, en fait, tout simplement, si ça se passe bien, la rentrée. Donc, c'est super sympa. Ouais. Ouais, sinon, Madame de Nanteuil, est-ce que on sait déjà quel sera le prochain projet de Cœur de Roche? Malheureusement pas. Le projet là n'a pas trouvé d'adulte repreneur, donc sans adulte, il n'y a pas de projet. Du coup, pour l'instant, il est en suspens, mais il n'est pas terminé. Il est en suspens. On attend peut-être que l'année prochaine, il y a des nouveaux profs qui sont arrivés cette année, qui se diront allez, on y va, on le fait. Nous, on espère parce que c'est vrai que ce serait vraiment dommage que ça s'arrête là. Mais voilà, pour l'instant, non. C'est On fait un appel. Voilà, on Ouais, fait un appel. Ceci Hésitez est un pas. appel. Ceci est un appel. N'hésitez pas. J'imagine, C'est ouais, vraiment vous recommandez bien ce genre d'expérience. Ouais, à 100%. Franchement, ouais. 1000%. À 1000%. Ouais. Au Et début, on autant était pour les tous, adultes que pour les élèves. Ouais. Au début, on Ouais. était tous un peu réticents en se disant ça va être comment, quoi? Ça va être 3 semaines dans un pays inconnu. C'est ça, parce que t'étais un peu inquiète ou pas? Ouais, en vrai, au début, moi, je suis partie avec un groupe. Le groupe, il y avait beaucoup de gens dans le groupe que je connaissais pas si bien que ça. Et donc avant, au début, on se dit, on part quand même 3 semaines dans un pays qu'on connaît pas. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et donc j'étais un peu réticente. En fait, c'était juste incroyable. C'était une expérience que je n'oublierai jamais. Ah, fantastique, ça c'est merveilleux à entendre. Écoutez, merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci. Et puis bravo pour votre engagement. Merci beaucoup, Merci. Nicolas. Bonne soirée. Bonne soirée. Nous avons désormais la chance d'accueillir Monsieur l'ambassadeur Daniel Joanneau, ancien diplomate ayant exercé des fonctions de chef du protocole à l'Élysée sous les présidents Mitterrand puis Chirac, ainsi que d'ambassadeur de France au Mozambique, Liban, Canada et au Pakistan.
Grâce à sa grande connaissance des affaires diplomatiques et des enjeux géopolitiques africains, il va pouvoir nous éclairer sur la situation actuelle au Sahel et dans le monde. Bonjour Monsieur l'ambassadeur, bienvenue. Bonjour Nicolas, bonjour Paul. Comme rappelé en début d'émission, ces derniers mois ont été marqués par de vives tensions entre la France et le Niger, aboutissant au départ de l'ambassadeur et au retrait des troupes françaises stationnées à Niamey. Un retrait qui d'ailleurs a commencé ce mardi. Quelles seront selon vous les conséquences pour les deux pays ? Les conséquences à court terme, c'est que nous n'avons plus de relations diplomatiques. Je pense que le programme de coopération bilatérale va être impacté. Nous n'avons plus de relations militaires. L'armée française ne participe plus au combat contre les mouvements djihadistes qui viennent du nord. L'armée nigérienne est seule face à ce danger islamiste. Et puis, nous formions les militaires, les cadres de l'armée nigérienne. Donc, tout ceci tombe à l'eau. Et les autres Occidentaux n'ont pas été invités comme nous à quitter le pays. L'Union européenne est toujours là, les Américains sont là, parce que leur présence militaire leur est absolument indispensable dans la lutte contre le djihadisme au Sahel. Donc, à court terme, le Niger a voulu se passer d'un partenaire historique, très important. Voilà. Ensuite, il va falloir que les putschistes montrent comment ils règlent les problèmes du pays. Parce que c'est très beau d'avoir renversé le président Bazoum et son gouvernement en les accusant de ne pas avoir su traiter les problèmes du pays. Mais ces problèmes sont gigantesques. Le régime précédent a aussi été accusé de corruption. Et c'était à la fois un régime élu démocratiquement, dans de très bonnes conditions. L'élection présidentielle avait été observée par beaucoup d'étrangers et avait été jugée régulière. Et en même temps, comme partout, dans des pays très pauvres, vous avez une élite qui profite de l'aide internationale pour prélever ici quelques pourcentages et avec souvent l'imprudence de dépenser cet argent localement de façon ostentatoire. Donc vous avez une partie du gouvernement précédent qui a fait construire dans une banlieue résidentielle de Niamey des villas qui scandalisent l'opinion. Bref, les défis vont être considérables. Deuxièmement, évidemment, la France se retirant, les autres partenaires du Niger vont occuper la place. On parle toujours des Russes et des Chinois. Et il y a des pays partenaires et amis de la France, comme le Maroc, qui, dans ces pays-là, ont eu depuis des années, au cours des dernières années, une diplomatie très, très active. Et la Turquie a été très présente. La Turquie, c'est vraiment le pays du BTP, avec des entreprises qui ont construit dans tous ces pays des mosquées, des centres religieux. Et tout ça est bien antérieur à la crise avec la France. Mais ni les Chinois, comme personnes physiques, ni les Russes, ceux qui sont au Niger, n'ont, je crois, comme nous, une curiosité, un respect pour la culture, pour l'histoire, pour les traditions du pays. Et vous n'avez pas du tout la même relation personnelle, sympathique et de proximité entre un Français, un coopérant français et son interlocuteur nigérien avec lequel il prépare un projet d'urbanisme ou de développement rural, et entre un technicien chinois et un Africain, et entre un Russe et un Africain. Là, je vous dis deux choses que j'ai vues sur place. Et donc, je pense que ces pays vont déchanter. Ce qui est essentiel, c'est de garder de toute façon un lien
ne serait-ce qu'avec les étudiants du Niger qui sont chez nous et dont certains, on l'espère, repartiront dans leur pays pour faire bénéficier le développement économique de leur pays de la formation universitaire reçue en France. Et donc vous ne pensez pas que les potentiels autres pays qui pourraient prendre la place de la France dans le pays, dans le Niger, auraient la même capacité à gérer et à aider le pays dans ces points précis, au niveau de l'éducation, au niveau de... À mon avis, ils n'auront pas la panoplie d'outils de coopération que nous avons. La Chine, ce qui l'intéresse, c'est l'économie, c'est l'accès aux ressources. Il n'y a aucune aide prévue au développement? Et ce sont des prêts. Ce sont seulement des prêts, il faut les rembourser. Donc c'est très joli. Au début, tout est beau. Le stade offert, entre guillemets, par les Chinois, construit par eux, avec pas un seul ouvrier africain. Il faut voir ce que sont les chantiers chinois en Afrique. Il n'y a que des Chinois sur le chantier. Ils ne créent aucun emploi. Ensuite, on inaugure, on donne le nom du président ou d'un ancien président au stade. Tout le monde applaudit bien fort. Puis après, on s'aperçoit qu'il faut rembourser, que c'est un prêt. Donc, il y a une période un peu de griserie générale et il est très possible que les choses changent. Donc, en définitive, si on résume, le départ de la France et la rupture de ses relations diplomatiques avec le Niger aboutirait donc à une réelle perte pour le pays et dans les domaines de l'éducation, dans les domaines de la construction. Franchement, oui. Dans tous les domaines ou simplement dans ces cas précis? Est-ce que les autres pays peuvent quand même tout de même soutenir économiquement le pays? Dans le domaine militaire, nous avons aidé leur armée nationale à être plus performante contre le terrorisme. Mais est-ce que ça, d'autres puissances pourraient le faire à notre place? Les Chinois ne le font pas. Ils ne sont pas intéressés par la coopération militaire. Les autres Occidentaux vont être extrêmement échaudés par ce qui nous arrive. Les Turcs ne le font pas. Et les Russes, c'est Wagner, avec les dérives que nous connaissons. Autrement dit, soyons patients. Ils ont voulu que nous partions, nous partons, mais restons très attentifs à ce qui se passe. Il y aura peut-être des signaux faibles d'un désir de reprise de relations. Il y aura un jour une reprise des relations avec la France. On ne commencera peut-être pas par les relations diplomatiques, mais il peut y avoir d'autres modes d'échange qui se développent. Et voilà, donc c'est un immense gâchis. Pour nous, évidemment, c'est très désagréable. Et pour eux, c'est un immense gâchis. Voilà. Ce coup d'État, alors vous avez évoqué justement le cas du Mali et du Burkina Faso. Ce coup d'État au Niger arrive après celui de ces deux pays où la France s'est retrouvée dans un cas de figure assez similaire. Peut-on voir cela comme un basculement de l'ordre politique actuel en Afrique de l'Ouest? Oui. Clairement? Oui. Est-ce qu'on a des chances de revoir celui qu'on a pu connaître ces dernières décennies? Non. Mais je crois que basculement, c'est un mot fort, mais en effet, c'est un changement profond de la relation entre ces pays et nous. Et beaucoup de gens disent qu'il faut repenser la politique africaine, mais ils ne disent pas de quelle façon il faut le faire. Donc, il y a beaucoup de critiques sur la politique ancienne, mais pas beaucoup de propositions. Attendons de voir ce qui se passe dans ces pays. Soyons patients. Respectons leur rythme, respectons leurs évolutions. Et puis un jour viendra où ils reviendront vers nous. Ça, j'en suis absolument convaincu. Mais le jour où ils reviendront vers nous, acceptons la concurrence. Acceptons de ne plus avoir dans certains secteurs une position dominante. Par exemple, c'est vrai qu'il y a eu pendant longtemps des priorités accordées aux entreprises françaises lors des grands appels d'offres d'équipement des capitales, des grandes métropoles africaines francophones.
souvent les marchés ont été réservés à des sociétés françaises. Ce qui a nourri chez nos concurrents, évidemment, des frustrations. Et nos concurrents ont certainement remonté l'opinion locale contre nous avec ce type d'exemple. Donc, quand nous reviendrons, nous devrons accepter d'être, au fond, un partenaire parmi d'autres, et non plus le partenaire historique, principal, l'ancienne puissance coloniale. Il faudra accepter ça, mais beaucoup de Français sont prêts à ça, parce que je trouve extrêmement injuste de dire que les Français conservaient vis-à-vis des Africains une relation de dominant à dominé. C'est faux et archi-faux. Les coopérants français en Afrique sont vraiment à la disposition des Africains. Voilà, ils veulent de nous, nous sommes là. Ils ne veulent plus de nous, nous partons. Mais nous devrons vraiment être à l'écoute de leurs souhaits. Il faut faire ce qui leur est utile, et l'utilité, elle est jugée par eux. On a peut-être eu, mais là je vous parle d'un passé plus lointain, après l'indépendance, les années 60, les années 70, moi j'ai connu en Guinée les années 80, il y avait en France une telle expertise de l'Afrique, des bureaux d'études, des universités, des entreprises qui avaient travaillé en Afrique pendant toute la période coloniale et qui se sont retrouvés du jour au lendemain avec des interlocuteurs complètement nouveaux, qui étaient des États devenus indépendants, mais toute l'expertise des ingénieurs et des techniciens était là. Ingénieurs agronomes, techniciens miniers, techniciens du bâtiment, spécialistes de réforme administrative, formidable potentiel à Paris et en France. Et nous avons eu tendance à leur proposer sans arrêt ces expertises. Et les Africains disaient oui, puisque c'était gratuit, puisque c'était entièrement pris en charge par le budget du ministère de la Coopération. Nous avons eu pendant très longtemps une politique de l'offre en matière de coopération. Et c'est sûr que notre future politique doit être plus que jamais une politique de la demande. Donc, que voulez-vous, monsieur le ministre? En quoi est-ce que nous pouvons vous être utiles? Et puis, à ce moment-là, on voit ce qu'on peut faire. Vous voyez, il faut un peu renverser les choses. Mais cette évolution de la politique de l'offre qui a suivi les indépendances en 1960, le passage à une politique de la demande, il est derrière nous déjà. C'est pas une révolution de faire ça. On le fait déjà. Alors, vous avez évoqué dans votre réponse à cette question que l'ordre qu'on a pu connaître ces dernières décennies en Afrique de l'Ouest ne pourrait pas être rétabli. Et justement, la CEDEAO avait promis une riposte militaire et avait lancé un ultimatum à la junte actuellement au pouvoir à Niamey. Est-ce que, pourquoi n'assistons-nous à aucune tentative de renversement du pouvoir en place? Alors, l'ordre peut être rétabli. Donc, mais en même temps, à juste titre, vous avez parlé de basculement, et je crois qu'effectivement, on a un nouveau paysage politique qui a un impact très fort sur les relations avec la France. Mais on peut espérer que l'ordre constitutionnel soit rétabli dans tous les pays où il y a eu des putschs, et on peut espérer qu'un jour il y aura des élections, des civils au pouvoir. Tous ces militaires annoncent un jour ou l'autre une transition qui est toujours trop longue, on fait pression pour raccourcir, etc. Alors, la CEDEAO, vous connaissez cette organisation régionale, et les pays démocratiques de la CEDEAO, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Nigeria, qui est le grand frère anglophone de tous ces pays francophones, la CEDEAO a condamné immédiatement le putsch de Niamey et a pris des sanctions. Et comme toujours, les sanctions économiques, financières, commerciales frappent la population autant que les dirigeants. Et du coup, quand les dirigeants de la CEDEAO
un peu entraînés par le président du Nigeria, ont agité la menace d'une intervention militaire africaine au Niger pour déloger les putschistes et rétablir le président Bazoum, les opinions de ces pays démocratiques ont commencé à réagir très, très, très vite et très vivement. Au Sénégal, il y a eu tout d'un coup une prise de position de plusieurs partis politiques et de la presse en disant que c'est une aberration d'engager des soldats sénégalais au Niger pour... et puis, même chose au Nigeria, qui est un pays très démocratique, immense pays. Et là, au fond, le président du Nigeria a été repris en main par son opinion intérieure, qui a refusé toute implication militaire du Nigeria, etc. Et puis, naturellement, les autres pays putschistes, c'est-à-dire le Mali, la Guinée, le Burkina, et ont tout de suite dit, mais si les armées de la CEDEAO pénètrent en territoire nigérien, nous considérons que c'est une agression contre notre propre pays, contre la Guinée, contre le Mali et contre le Burkina. Et du coup, la CEDEAO a renoncé à l'option militaire, qui aurait été évidemment terrible, qui aurait embrasé la région. Mais elle s'est déconsidérée, la CEDEAO. Et ça, c'est grave, c'est un dégât collatéral du putsch au Niger, parce que on compte beaucoup dans le monde entier sur les organisations régionales pour régler les conflits régionaux, vous voyez. Les Nations Unies souhaitent déléguer, le Conseil de sécurité souhaite que les conflits entre deux pays soient réglés par les voisins, par une médiation des voisins. Entre les annonces des BRICS et ces changements radicaux en Afrique de l'Ouest, dont on vient donc de parler, sans oublier le conflit ukrainien, qui préoccupe beaucoup en ce moment, et les tensions en Asie du Sud, notamment entre la Chine et Taïwan, sommes-nous en passe de voir naître un nouvel ordre mondial ? Oui. Oui, parce que l'ordre mondial construit après la Deuxième Guerre mondiale, Organisation des Nations Unies et son Conseil de sécurité, Fonds monétaire international et Banque mondiale, puis Organisation mondiale du commerce, les règles du jeu, les règles de vote, de participation aux activités de ces organisations sont fondamentalement remises en cause par les pays du Sud qui n'existaient pas, puisque aujourd'hui nous avons 193 pays aux Nations Unies, il y en avait 54, je crois, au moment de la création des Nations Unies. Donc ces pays disent on n'était pas là, et quand nous avons adhéré les uns après les autres aux Nations Unies au moment de nos indépendances respectives, vous nous avez demandé d'adhérer les yeux bandés à tout ce qui avait été décidé avant nous et à cette charte des Nations Unies qui avait été négociée alors que nous n'existions pas. Donc nous voulons revoir tout ça. Alors, revoir quoi ? Revoir la composition du Conseil de sécurité. Donc beaucoup de pays disent pourquoi est-ce qu'on a toujours la France, l'Angleterre, ancienne puissance coloniale, la Chine, la Russie, les États-Unis, et pourquoi est-ce que l'Inde n'a pas de siège permanent, pourquoi est-ce que le Nigeria n'en a pas, pourquoi est-ce que l'Afrique du Sud n'en a pas, etc. Donc il y a une demande d'élargissement du Conseil de sécurité que nous, Français, nous avons toujours soutenu. Nous avons dit nous sommes d'accord avec l'ensemble des pays du Sud, il est anormal que la composition du Conseil de sécurité ne reflète pas la composition du monde. On est d'accord. Mais ce sont les pays du Sud qui ne sont pas d'accord entre eux. Il y a des sièges de membres permanents et puis il y a des sièges de membres non permanents élus tous les 2 ans. Membres permanents, vraiment, ça ne bouge pas. Et c'est ça qui les intéresse. Et là, vous avez une compétition. L'Inde aimerait bien en faire partie. Il pourrait y avoir un consensus pour l'Inde, mais le Japon aimerait en faire partie et la Chine s'opposerait à une entrée du Japon. En Amérique latine, les 3 plus grands pays, Brésil, Argentine
et Mexique, ou même 4 avec la Colombie, sont en rivalité, et le Mexique, par son démographique, aurait toute la légitimité voulue pour faire partie du Conseil de sécurité à titre permanent, mais le Brésil n'en veut pas, etc., etc. Et en Afrique, le Nigeria s'impose par son poids démographique, mais l'Afrique du Sud s'impose aussi par son dynamisme économique, et donc ils n'arriveront pas à se mettre d'accord. D'où l'idée d'un siège pour l'Union africaine. Mais l'Union africaine, elle va représenter 54 pays africains qui ont des politiques étrangères très, très différentes, et ce sera très, très difficile. Si je puis dire, on a déjà donc fait un pas dans ce nouveau monde, dans ce nouvel ordre, avec donc ces différents éléments et également des conflits. Le conflit ukrainien en est un, on peut l'interpréter comme tel, n'est-ce pas? Donc, pour les jeunes générations, ces conflits et la crise diplomatique majeure avec la Russie, les tensions entre Washington et Pékin, sont perçus comme des catastrophes politiques et diplomatiques de grande ampleur, telles que nous n'en avons pas vu depuis près d'un demi-siècle. Du fait de votre expérience en tant que diplomate, avez-vous été témoin d'événements ou de tensions semblables à celles que nous connaissons aujourd'hui et qui permettraient de relativiser quelque peu la situation? On ne peut pas relativiser. Oui, la réponse à votre question est oui, mais on ne peut pas relativiser la situation en Israël depuis 3 jours. Ça ne ressemble à rien d'autre. Pour finir sur un sujet un peu différent, plutôt une question d'orientation, vous avez, comme on l'a rappelé en début d'émission très brièvement, exercé un grand nombre de postes différents en tant que diplomate, et ce dans de nombreux pays différents. Quel conseil donneriez-vous à un adolescent qui voudrait s'engager dans une carrière diplomatique? Alors, c'est un métier qui va être passionnant dans les 20-30 ans qui viennent. Pourquoi? Parce que, bien sûr, il y a des ONG, bien sûr, il y a des fondations, il y a des grands groupes mondiaux qui jouent un rôle de premier plan dans les relations internationales. Mais les acteurs principaux des relations internationales vont rester les États. Il y a un État au Niger, il y a un État au Burkina, il y a un État... les États. Et qui assure la liaison entre les États? Quel est le métier qui permet de... C'est la diplomatie. Donc, en ce moment, eh bien, nous avons un ambassadeur à Tel Aviv qui est au contact de tous les membres du gouvernement israélien, de la société civile, et qui nous dit ce qui se passe. On a un consul général à Jérusalem qui, lui, est chargé des contacts avec les Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza, et ils sont pour nous des sources pas seulement d'information, mais d'analyse et d'anticipation et de prévision extrêmement précieux. Et puis, quand vous parliez tout à l'heure de la construction d'un nouvel ordre international, ça va se discuter dans des enceintes, ce qu'on appelle des enceintes multilatérales, c'est les organisations internationales, aux Nations Unies, et pas seulement au Conseil de sécurité. Quand on parle du Covid, on parle de l'Organisation mondiale de la santé. Quand on parle de transport aérien, on parle de l'Organisation de l'aviation civile internationale à Montréal. Les COP climat, elles permettent des avancées. La COP 21 au Bourget en 2015 a permis de grandes avancées, et ça va continuer. Et chaque fois, ce sont des diplomates. Donc, leur rôle, ils vont être les diplomates français, parce que c'est la France qui est membre permanent du Conseil de sécurité et qui est très écoutée. Même si nous avons des problèmes chez nous, nous sommes très écoutés. Le point de vue français intéresse, le point de vue français est attendu sur tous les sujets. Et donc, ils vont à la fois aider notre pays à mieux comprendre ce qui se passe dans le monde, à prévenir les conflits autant que possible, et puis à participer très activement à la construction de ce nouvel ordre international que la majorité des pays appellent maintenant de leur vœu, vous voyez. Écoutez, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, pour vos explications. Merci à vous. Félicitations pour votre initiative. Merci. Je salue chaleureusement les élèves de La Rochefoucauld. Je suis
à la disposition de tous. Je vous laisserai mes coordonnées Parfait, s'ils merci veulent beaucoup. prendre un café pour parler du métier de diplomate. C'est un métier formidable. Tout à fait. Eh bien, écoutez, donc merci beaucoup. Et nous rappelons que vous avez publié aux éditions Plomb Souvenir d'un chef du protocole et également, je crois, Dictionnaire amoureux de la diplomatie. Absolument. Oui, qui traite donc de... Eh bien, c'était pour moi une façon de présenter le métier de diplomate sous ses différentes facettes, politiques, économiques, culturelles, etc., et les outils de la diplomatie à travers mon expérience personnelle. Donc, il y a pas mal d'anecdotes, effectivement, sur les postes que j'ai occupés. Ça représente à peu près la moitié du dictionnaire amoureux de la diplomatie. Et puis, la deuxième moitié, ce sont les personnages qui ont illustré, incarné la diplomatie à travers les âges et à travers les pays, en commençant par Machiavel, jeune diplomate florentin brillantissime, mais qui n'était pas assez riche pour devenir ambassadeur. Et puis jusqu'à Kissinger, Talleyrand évidemment. Et voilà, donc j'ai découvert des personnages vraiment très, très intéressants et approfondi mes connaissances de personnages qui sont plus connus, comme Benjamin Franklin, extraordinaire ambassadeur aux États-Unis, mais sur lesquels j'ai appris beaucoup de choses. Et écoutez, nous avons hâte d'apprendre également ces choses grâce à la lecture de votre ouvrage. Merci beaucoup et passez une bonne journée, monsieur. Merci à vous. Merci Nicolas. Merci Paul. Merci. C'est maintenant l'heure de la chronique actualité internationale. Australie. Les Australiens ont commencé à voter cette semaine de façon anticipée pour un référendum historique sur les droits des aborigènes. Ce référendum, qui aura lieu le 14 octobre, vise à leur donner une voix au Parlement. Royaume-Uni. Le pays enverra des avions de surveillance et 2 navires de la Royal Navy en Méditerranée orientale dans le but de soutenir Israël, en guerre depuis samedi contre le Hamas. Le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré que le soutien militaire empêcherait une nouvelle escalade. Les forces armées britanniques seront en attente pour apporter un soutien pratique à Israël et à ses partenaires dans la région et offrir une dissuasion, a précisé Downing Street. France. Le parquet de Paris a annoncé avoir ouvert une enquête pour une suspicion d'empoisonnement de la journaliste russe Marina Ovsyannikova, réfugiée à Paris. En mars 2022, elle avait surgi en direct sur le plateau du journal télévisé le plus regardé de Russie en brandissant une pancarte dénonçant l'invasion du territoire ukrainien. Canada. Le président du Parlement démissionne après avoir fait applaudir un ex-soldat nazi. En effet, le président de la Chambre des communes, Anthony Rota, avait provoqué un scandale national en évoquant Yaroslav Hunka lors de la visite de Volodymyr Zelensky à Ottawa vendredi 22 septembre. États-Unis. Accidentellement momifié il y a 128 ans, un homme enfin enterré en Pennsylvanie. La ville américaine de Reading a enfin dit adieu à son résident le plus insolite, un homme momifié du surnom de Stoneman Willie. Un voleur présumé, mort en 1895 dans une prison, puis transporté vers une entreprise de pompes funèbres de la ville. Toute la semaine, des curieux ont fait la queue pour lui rendre hommage, le prendre en photo ou le contempler ébahi. Au revoir Stoneman, que Dieu te bénisse, repose en paix, a ainsi expliqué Suzanne Schraum, 74 ans, interrogée par l'AFP. Maintenant, nous laissons place à Jawan pour sa chronique sur le cinéma. Bonsoir Jawan. Bonsoir. Alors aujourd'hui, je crois que tu vas nous parler de Kill Bill qui fête ses 20 ans, c'est ça ? Exactement. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le film Kill Bill Volume 1, réalisé par Quentin Tarantino, qui fêtera ses 20 ans ce mercredi 20 octobre. C'est volume 1, puisqu'il y a aussi le volume 2. En fait, c'était un film unique. Donc volume 1 et volume 2 étaient ensemble. Sauf que ça a été jugé trop long, donc ils auraient dû diviser en volume 1 et volume 2. Ce film est considéré comme l'un des plus iconiques du réalisateur, qui a d'ailleurs fait le film Pulp Fiction en 1994, et Il était une fois à Hollywood le plus récemment en 2019. L'histoire commence par un commando en plein mariage qui met la mariée en coma pendant 4 ans. Et par la suite, elle qui a été tueuse à gages dans cette organisation criminelle, cherchera sa vengeance en éliminant tous les membres impliqués, y compris le chef de la bande, Bill. Dans le casting, Uma Thurman, l'actrice qui a joué dans Pulp Fiction, le deuxième film de Quentin Tarantino, incarne le rôle de la mariée. Le réalisateur du film, Tarantino, connu pour les violences très exagérées et les dialogues uniques dans ses films, mais il est aussi connu pour
possédait une immense culture cinématographique grâce à ses 5 années passées en travaillant pour une boutique de location de vidéos, ce qui lui permet de s'inspirer des films qu'il aime et leur rendre hommage. En effet, Kill Bill Volume 1 fait référence à plus de 50 films, dont Le Jeu de la mort, le dernier film de Bruce Lee. Le film s'inspire de nombreux films d'action asiatiques que Quentin Tarantino admire, sans oublier que le costume de la mariée vient du fameux survêtement jaune de Bruce Lee. Donc je vous invite à le regarder pour son 20e anniversaire. C'est un film très dynamique, plein d'adrénaline et surtout, c'est une très bonne opportunité de découvrir le style du réalisateur Quentin Tarantino. Merci beaucoup, Jewon. Et Merci. allons tous regarder ce film pour son 20e anniversaire. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette première émission de l'année 2023-2024 du JDL. À voir et à revoir en replay sur YouTube et sur notre site, ainsi qu'à réécouter en podcast sur toutes les plateformes. Merci à nos invités, Madame Thomas, Monsieur l'ambassadeur Daniel Joanneau, Madame de Nanteuil, Isé Boult, ainsi qu'aux membres de la rédaction du JDL, Jewon Lee. Cette émission vous a été présentée par Paul Saillant et Nicolas Rossieux-Fournel. Bonne soirée.